Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce moment que vous allez vivre maintenant, là, c'est votre moment à vous. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Et le pire truc qui puisse se passer, c'est que vous ressortiez d'ici avec une question que vous n'avez pas osé poser. Parce que j'ai avec moi 2 personnes qui vont vous parler de ce qu'ils font. C'est absolument passionnant et vous, ça peut vraiment vous donner tellement d'idées dans votre vie à vous. Ça peut tellement potentiellement vous donner envie de faire quelque chose de très concret dans votre vie. Donc déjà, juste pour savoir, levez la main tous ceux qui ont vu One Piece. C'est pas une majorité et vous allez comprendre pourquoi, on va en parler après. Ok. Alors, à nouveau, salut tout le monde. Je m'appelle Gilda, mais sur les réseaux sociaux, je m'appelle Mister Geopolitics. Et je fais depuis 10 ans des vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram, où l'objectif, c'est d'expliquer et de vulgariser des sujets de géopolitique. Donc pour ça, je pars sur le terrain. Et je peux m'intéresser, par exemple, à l'Ukraine et partir en Ukraine, faire un sujet sur les drones et essayer de rendre ça accessible. Donc moi, c'est vraiment mon boulot. Et contrairement aux 2 personnes que je vais vous présenter dans un instant, moi, je milite de manière douce, mais pour l'accès à l'éducation. Moi, c'est vraiment ça qui fait que j'aime autant mon travail aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression avec mon boulot d'offrir gratuitement une certaine compréhension du monde. Et aujourd'hui, vous allez le comprendre, on va parler de militantisme, d'activisme, le fait de s'engager tout simplement pour une cause qui vous plaît tellement que c'est même pas un travail que de le faire, vous le faites naturellement parce que ça vous plaît. J'ai avec moi 2 personnes absolument passionnantes que je pense, je sais pas comment je vais vous présenter, mais j'ai Audrey à ma gauche, j'ai Adelin ensuite. On a une personne qui vient de Madagascar, une personne qui vient d'Haïti. Est-ce que vous voyez tous où se trouvent ces 2 zones ou pas? Ouais? Ok. Donc des contextes très différents, des engagements mutuels très différents. Est-ce que, Audrey, en 1 minute, tu peux me dire quelles sont les causes qui te sont chères? Avant de m'expliquer comment t'en es arrivé jusque-là, est-ce que tu peux m'expliquer les causes qui te sont chères et pourquoi ces causes te sont aussi chères? Bonjour à toutes et à tous. Les causes qui me sont chères sont principalement l'afroféminisme, notamment donc, sur le droit des femmes et principalement sur le droit des femmes noires, vraiment donc, dans une approche intersectionnelle aussi. Et pourquoi c'est important pour moi? Tout simplement parce que moi j'ai grandi à Madagascar dans un contexte où par rapport à la France, en fait, on est vraiment à des années-lumière en termes d'engagement, de lutte. On est vraiment à des années-lumière en termes de droit. Donc vous pouvez aller voir un homme qui va taper sans problème une femme dans la rue, à 100 parfois, et qui va rien avoir après. Ça va être vraiment ce type de problématique. Et puis une autre problématique qui m'est importante, c'est vraiment les problématiques des migrations, puisque moi, comme j'ai dit, j'ai grandi à Madagascar. Après, j'ai migré en France à partir de mes 18 ans pour mes études. Et là, ça fait quelques années que je vis en France maintenant. Donc c'est des sujets qui sont super importants parce qu'aujourd'hui, je pense que vous faites aussi face à la montée justement de l'extrême droite et la montée du racisme sur les réseaux sociaux. Et on peut voir que vraiment le traitement médiatique qu'il y a sur les personnes migrées devient de plus en plus néfaste. Et voilà, donc ça c'est principalement ces sujets-là. Après on découle beaucoup de choses puisqu'on est quand même centralement autour de l'humain. Et après il y a plein d'autres sujets après qui viennent. Parfait, on va avoir l'occasion d'en parler. Adelin, même question, est-ce que tu peux nous expliquer les causes qui te sont chères et pourquoi? En fait, pour moi, de mon côté, ça va être plus droits humains, notamment la paix. Vous savez ce qui se passe en Haïti. On a beaucoup de conflits, on a des gangs qui occupent la capitale. Puis ça va être aussi les droits en lien avec l'environnement. Donc je me suis vraiment engagé dans ce domaine-là. Non seulement parce qu'Haïti normalement fait face à des enjeux environnementaux, puis notamment des cyclones, des inondations, et catastrophes naturelles, tout ça. Donc lesquels m'ont affecté, genre. Donc, voilà. Parfait. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer si c'est votre travail? Parce que les gens peut-être se posent la question, est-ce que vous faites ça tout le temps? Est-ce que vous avez une activité à côté? Quelle structure vous avez créée? Est-ce que vous pouvez... Parce que moi, en l'occurrence, j'ai la chance d'en faire mon travail, mais dans ton cas, effectivement, on va en parler. Ça te prend un temps fou. Tu as d'autres activités à côté. Toi, tu as une autre approche aussi. Est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez créé et de ce que ça représente, si c'est votre travail principal? Est-ce que c'est un à côté? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'infos là-dessus? Ouais. Vas-y. Ok,
Pour moi, comment ça a commencé? Je suis né dans une ville, pas dans la capitale, c'est environ, comme c'est dans la deuxième ville du pays. Puis quand j'avais 11 ans, normalement, il y a des organismes qui aident les enfants, les jeunes, etc. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Plan International. Plan International, c'est un organisme aussi qui travaille en France, au Canada, etc. Puis qui ont justement mis en place un club d'enfants et de jeunes. Donc, ces jeunes-là font des émissions radiophoniques pour faire entendre leur voix. Donc, on parle du droit des enfants, on fait des formations sur le leadership, etc. Puis, je voulais faire partie de ce club-là parce que je voulais passer à la radio, faire entendre ma voix, etc. Du coup, on a fait un concours justement pour recruter des jeunes. C'est 15 jeunes par promotion. Donc, j'ai appliqué, j'ai été retenu et j'étais lauréat d'ailleurs de cette promotion-là. Puis tout ça a commencé et parallèlement, j'ai commencé à faire des activités comme des éco-jogging, c'est-à-dire des clean-up dans ma ville. Puis, je crois en 2007, il y avait une inondation dans ma ville qui a affecté ma famille, qui a affecté mes camarades et aussi mes voisins. Donc, je me suis dit que je dois engager dans le secteur de l'environnement. D'où, après mes études classiques, donc, je me suis dirigé vers l'environnement, donc où je fais un licence en environnement et aménagement du territoire. Plus tard, je fais un master en changement climatique. Donc, ça a commencé comme ça. Puis en 2020, j'ai l'opportunité vraiment de fonder une organisation de jeunes en Haïti qui s'appelle Parlement haïtien de la jeunesse pour l'eau, issu du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Donc cette organisation est là justement pour faire la promotion des droits des jeunes, mais aussi impliqués dans le secteur de l'eau, changement climatique, et l'assainissement. Donc parallèlement... L'assainissement, tu peux réexpliquer pour tout le monde ce que c'est, l'assainissement? Juste, désolé, je t'ai coupé, mais l'assainissement, le fait de... Vous voyez tous ou pas ce que c'est l'assainissement? Tout ce qui est propreté, tout ce qui est assainir une ville justement. Donc, on fait des sensibilisations, tout ce qui est en lien avec l'hygiène aussi, ça rentre aussi dans l'assainissement. Donc, on a créé cette organisation, on a co-créé cette organisation justement pour faciliter les élèves, les étudiants professionnels, des activistes aussi, de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour faire entendre leur voix. Donc, mis à part ça, j'ai travaillé dans plusieurs ONG en Haïti. Et puis après, je suis immigré au Canada, justement. Là, je travaille avec une organisme qui s'appelle Nature Action Québec, qui travaille dans le secteur de l'environnement. Puis l'année passée, j'ai été l'un des 17 jeunes retenus par les Nations Unies, parce qu'il y avait un concours mondial, c'est pas un concours, on appelle... où les jeunes peuvent soumettre leur candidature. Donc, il y avait plus de 37 000 jeunes de plus de 160 pays qui ont soumis une candidature. Donc, j'ai été retenu parmi les 17 jeunes, normalement, pour faire partie de cette cohorte, notamment pour amplifier la voix des jeunes, faire entendre nos voix, mais aussi supporter le travail des Nations Unies au niveau local, national et international. Voilà. Parfait. Donc, vous avez là un exemple de quelqu'un qui a eu... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous avez eu un moment où ça a impacté vos proches. Et ça a été un des éléments qui vous a dit « Ok, il faut que je m'engage dans cette cause-là ». Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ton cheminement jusqu'à aujourd'hui? Et aujourd'hui, quelle structure ça prend? Ok. En fait, moi, j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans à m'intéresser aux questions du féminisme, tout simplement parce qu'il y avait la vague un petit peu
girl power, voilà, c'était un peu le début, etc. Et puis à Madagascar, c'est vrai qu'on est un peu éloigné de l'information, donc il y a pas, on connaît pas tout, on voit pas tout sur Internet. On a des Internets quand même qui sont très différents par rapport aux autres pays dans le monde. Mais par exemple, jeuxdefilles.com, c'était un jeu qui existait à la fois dans le monde, etc. Donc c'était des choses qui avaient poussé. Et en fait, malheureusement, moi, à 18 ans, je vis une agression sexuelle dans la rue, en pleine rue à Madagascar, alors que j'étais couverte, etc. Et en fait, ça avait commencé à m'impacter, puisque je me disais, en fait, j'ai tout bien fait, je vois pas pourquoi j'ai été agressée, etc. Et quand je suis arrivée en France, en fait, vers mes 20 ans, 19 ans, j'ai été agressée une deuxième fois, dans le même mode opératoire à Paris. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment poussée à m'engager, déjà en me disant que je savais pas quoi faire le moment où j'avais été agressée, porter plainte, pas porter plainte, qui voir, quelle association. Et en fait, j'ai tout pris sur moi, ce qui fait que quand je termine ma licence, donc j'ai fait une licence de géographie à Sorbonne, et quand je termine, vous allez voir, la géographie, c'est très intéressant d'ailleurs, mais... Donc je termine ma licence de géographie à la Sorbonne et à ce moment-là, en fait, moi, j'enchaînais beaucoup les petits jobs. Donc je travaillais beaucoup à côté de mes études, etc. Et c'était vraiment dur, en fait, de laisser de la place à l'engagement, puisque déjà, il faut que tu survives toi. Et c'est difficile de penser aux autres quand on a soi-même d'abord dont on doit s'occuper. Et une fois que je termine ma licence, je me dis pourquoi pas créer un premier groupe de parole entre femmes malgaches. Et donc on fait ça justement dans mon foyer, etc. Il y avait une petite salle et on voit tout de suite qu'il y a 5 personnes dans 2 personnes que je connais, ce qui montrait un peu l'envie des gens de travailler sur l'égalité des genres. En fait, tout le monde s'en foutait, quoi. Et en plus, on avance dans le temps. Et moi, je décide petit à petit de créer une sorte de petit réseau. Je travaille en stage dans une ONG de conservation. Je travaille au sein de la SNCF pour des questions d'inondation. Et puis après, en fait, j'arrive à un stade où je me dis, bon là, il faut que j'arrive à monter une organisation parce que ça devient trop grave ce qui arrive. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2018, à Madagascar, il y a de nouvelles élections présidentielles. Le président, il pompe notre programme et il le met sur son site, un des candidats. Et en fait, moi, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit qu'il faut qu'on arrive à pousser l'organisation à un niveau beaucoup plus élevé, parce que sinon, on va se faire bouffer, en fait, par les politiciens. Et petit à petit, donc, on monte l'organisation. On avait un budget qui commençait, on avait une centaine d'euros. C'était des copines et moi, on mettait 10 euros pour payer les goûters, voilà, pour faire des réunions, mais c'est tout. Et en fait, l'année d'après, on décide de monter des projets et on lève un budget de à peu près 50 000 euros. Donc on a commencé comme ça petit à petit. En fait, pas à pas, on a rencontré des personnes qui nous ont dit qu'il fallait monter des dossiers, qu'on pouvait lever de l'argent, qu'on pouvait faire ci. Et c'est grâce à ces personnes-là, petit à petit, que du coup aujourd'hui l'organisation, elle a à peu près 8 ans. On a aidé près de 20 000 femmes, que ça soit à Mada, en France ou à Luxembourg. Et c'est une organisation que j'ai commencée quand moi j'avais 20 ans. Donc il y a eu aussi bien sûr les méandres de la vie. Et à un moment là, aujourd'hui, moi je suis entrepreneuse, donc je travaille dans l'événementiel à côté aussi, voilà. Mais MWE est quand même une activité principalement bénévole, sur laquelle c'est vraiment important pour moi justement de ne pas me faire de l'argent, mais par contre de ne jamais me mettre en déficitaire. Trouver le juste équilibre qui te permet de faire cet engagement-là sans chercher coûte que coûte à gagner de l'argent avec. On va commencer par prendre vos questions, si vous en avez dès maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose se lancer ? Je suis sûr qu'une fois que le premier sera lancé, ça va suivre derrière. Allez, est-ce que quelqu'un veut poser une question par rapport au témoignage qu'on a entendu ? Non ? Bonjour, je me lance du coup. Juste par curiosité, dans quel contexte finalement vous êtes arrivé en France ? Et est-ce que vous avez eu un écho positif finalement lors de votre arrivée par rapport à vos projets qui, alors pour Audrey, concernent également des femmes en France, mais pour Adeline, visiblement on est plus vraiment sur Haïti même. Voilà, est-ce que vous avez été accompagnée ? Parce qu'on sait ce que c'est de monter des dossiers, de monter
des demandes de subventions, des demandes d'aide. Donc voilà, c'était un petit peu savoir tout ça. Je vais commencer. Nous, ce qu'on a fait normalement, c'était vraiment difficile. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends pas qu'on a du financement pour faire des actions. Il y a des actions qu'on peut faire sans de l'argent. Il faut juste qu'on se mette ensemble. Il faut juste qu'on ait une idée de travailler ensemble. On se met ensemble justement pour faire des actions dans notre communauté. Mais après, il faut de l'argent quand même. Et du coup, la première chose, c'est vraiment de construire quelque chose ensemble. Puis après, on cherche de l'argent. Fait que on regarde qui peut nous financer. Donc, il y a une organisme suisse qui s'appelle Helvetas, normalement, qui justement nous a donné du financement chaque année, une subvention pour mettre en place des activités de plaidoyer, d'engagement et même aussi de participation des membres de notre équipe à participer à des événements où on fait du plaidoyer au niveau international. Donc, oui, on a besoin du financement, mais on n'est pas forcément commencé avec du financement. On peut faire des actions sans même avoir $1, €1. Genre, c'est juste, on doit travailler ensemble, on doit réfléchir ensemble, on doit se mettre ensemble. Puis, la devise d'Haïti, c'est l'union fait la force. Donc, on se met ensemble, on travaille ensemble justement pour mettre en place des projets concrets. Moi, par rapport au fait que quand je suis arrivée en France, en fait, le plus dur, effectivement, c'est de savoir où demander de l'argent. Et quand on vient d'arriver, on n'a pas forcément, et puis on est jeune aussi, on n'a pas forcément accès à tout ça. C'était pas aussi sur les réseaux sociaux, c'était pas aussi fort. Donc avant, on pouvait taper sur TikTok. Maintenant, on peut taper sur TikTok, LinkedIn, Instagram. On peut avoir des listes de financement. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le début de plein de réseaux sociaux. Donc ça avait été vraiment compliqué. Après, en termes de financement, en fait, c'est vrai que c'est très, je pense, dépendant de la politique. C'était une politique à l'époque. Ils avaient de l'argent à donner. 3 000 €, 4 000 €, ils pouvaient vous les donner comme ça pour des projets. Aujourd'hui, avec, comme je disais, la montée de l'extrême droite, les coupes budgétaires pour les aides au développement, il y a de moins en moins d'argent. Donc comment on arrive aussi à changer ça et à réfléchir un petit peu mieux, justement, et évoluer avec ce monde pour être de moins en moins dépendant, justement, des structures type Agence française du développement, Expertise France, voilà. Donc ça, c'est des enveloppes qui existe d'ailleurs pour la jeunesse aussi, où parfois ils poussent les jeunes à faire des projets et ils financent à hauteur de 1 000, 1 500 €. On peut toujours débuter par ça et puis petit à petit on voit un peu plus grand, et aussi de toute façon on est obligé par rapport aux moyens du terrain de s'agrandir aussi et de décupler l'impact. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Je voulais juste mentionner qu'en Haïti, selon le contexte actuel, normalement, on n'a pas vraiment du financement du gouvernement. Donc, tout ce qu'on fait, justement, dépend de l'international, des organismes, des ONG qui interviennent en Haïti, puis on essaie de les contacter pour voir comment ils peuvent nous aider. Mais sinon, sans les ONG, sans les organisations internationales, je ne pense pas qu'on pourrait mettre en place des activités, des actions en Haïti. Voilà. Parfait, merci. Si je vous ai posé la question de tout à l'heure, si vous aviez regardé One Piece, c'est parce qu'il y a un lien avec le sujet dont on parle maintenant. Vous avez été ce matin à la conférence de 10h à midi ou pas? Vous y étiez ou pas? Ouais, parce qu'ils l'ont évoqué aussi. Donc, levez la main tous ceux qui regardent des vidéos sur TikTok. Très intéressant. Levez la main tous ceux qui regardent des vidéos sur Instagram. Ok, à peu près même proportion. Est-ce que vous avez vu passer des vidéos de manifestations qui ont eu lieu à travers le monde ces derniers mois, dernière année? Oui, levez la main tous ceux qui ont vu des vidéos de manifestations. Ok. Donc on est en plein dans le sujet. Vous le savez, il y a eu une vague de plein d'endroits dans le monde où les jeunes se sont dit c'est pas normal, les conditions dans lesquelles on vit sont pas normales, on veut lutter pour que ça change. Et il y a eu un effet un peu domino comme ça à travers le monde de jeunes qui se sont mobilisés. On appelle ça
Gen Z, génération Z, donc ceux qui sont nés entre la moitié des années 1990 et la moitié des années 2010. Et ils ont partagé quelque chose assez fort, c'est que malgré le fait qu'ils venaient d'endroits très différents, dont Madagascar, dont Haïti, dont le Népal, dont l'Indonésie, les Philippines, ils ont partagé quelque chose de commun, c'est un symbole, et c'est le chapeau de paille de One Piece. Tout simplement parce qu'en fait, ils se sont retrouvés, même s'il y a des contextes très différents, ils ne militent pas forcément pour les mêmes choses, il y a quand même un fond commun à ces causes-là. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que des jeunes qui se bougent pour faire changer des choses, c'est absolument pas nouveau. Il y a quelques années, pendant les années 2010, il y a eu ce qu'on appelle les printemps arabes, c'est-à-dire il y a eu plein de populations dans les pays arabes qui se sont mobilisées aussi et qui ont dit c'est pas normal, le coût de la vie coûte trop cher, l'égalité homme-femme, elle n'est pas là, on veut plus de droits, et donc ils ont manifesté. À l'époque, c'était la première fois que TikTok n'existait pas à l'époque, que Twitter et Facebook étaient utilisés pour rassembler les gens, pour qu'ils communiquent entre eux, pour qu'ils se coordonnent et pour qu'ils diffusent les messages de ce qu'ils voulaient faire changer. Là, le mouvement qu'on a vu ces derniers mois et dernières années, c'est la même chose, mais en encore plus grand, parce que c'est la génération Z, on dit que c'est la première génération mondiale. Parce qu'en fait, tous ces jeunes, dont vous faites partie, je pense, vous partagez beaucoup avec un jeune d'Indonésie, vous partagez beaucoup avec un jeune de Mongolie, vous partagez beaucoup avec un jeune de Madagascar, peut-être encore plus que les années d'avant, parce que grâce à Internet, ça a un petit peu unifié, entre guillemets, la jeunesse. Donc, j'en viens à Internet et aux réseaux sociaux. Vous, dans votre engagement, dans la manière dont vous luttez pour faire avancer ces causes, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux et sous quelle forme? Est-ce que c'est pour vous coordonner? Est-ce que tu m'as parlé de... j'ai oublié, Discord, typiquement, à Madagascar. Tu es sur les réseaux sociaux, tu publies du contenu dessus. Adeline, tu m'as dit que tu l'utilisais un peu moins et que, voilà. Est-ce que pour vous... Déjà, comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux et est-ce que pour vous c'est complémentaire au fait de s'engager par exemple au bout de la rue dans une association locale? Est-ce que les deux sont complémentaires ou pas pour vous? Déjà pour répondre à la question, je pense que oui, c'est complémentaire et c'est nécessaire justement d'avoir à la fois la présence en ligne et la présence sur le terrain. Donc il n'y a jamais rien qui va remplacer le terrain. Le plus important, c'est aller voir les gens, aller faire des distributions alimentaires, aller parler à telle personne qui est, je sais pas moi, éloignée justement de l'emploi, ce type de choses. Ça reste quand même, je pense, le plus important justement pour faire gagner la lutte. Après, la deuxième phase, effectivement, sur les réseaux sociaux, ce qui est assez intéressant, c'est l'effet un peu de levier et d'amplification que ça peut prendre. Donc, notamment, par rapport à Madagascar, on en parlait pas mal dans les autres panels, mais Madagascar, en fait, les gens sont très présents sur Facebook et sont très présents sur TikTok. Donc, comment ils ont fait pour rassembler déjà les premières manifestations? C'est qu'ils ont lancé des appels sur Facebook et sur TikTok. Et nous, quand on s'est rejoint sur le Discord de la Gen Z, en fait, on avait tous des pseudos. Donc, personne ne savait qui était qui, dans quelle ville, dans quel truc. Aucune idée. Enfin, on reste des pirates. C'est-à-dire qu'à un moment donné... on s'en fout en fait. Et donc, qu'est-ce qui a aidé aussi à faire amplifier ça? C'est que moi, notamment, j'avais fait une vidéo pour décrypter ce qui s'était passé sur place. Donc, on m'avait envoyé des photos où des gens on leur a tiré dessus, des personnes qui avaient reçu des lacrymos en pleine gueule, etc. Et en fait, moi, j'avais justement posté beaucoup de stories, posté beaucoup de vidéos par rapport à ça, ce qui fait que ça a touché les médias. Et après, les médias, ils m'ont contacté pour me dire est-ce que tu peux faire un plateau ce soir à telle heure, demain à telle heure? Faire un plateau, c'est... plateau télé. Plateau télé. C'est ça. Et c'est ça qui a permis justement à faire avancer rapidement, en tout cas médiatiquement, parce qu'en face, en fait, le gouvernement, lui aussi, il était super fort
en fake news. Eux, ils payaient des bots, ils avaient un logiciel de surveillance israélien, ils avaient, franchement, ils te cyberharcelaient s'ils voulaient en masse sur les réseaux sociaux. Et en fait, il a fallu être tout autant intelligent qu'eux, c'est-à-dire qu'on se donnait des heures pour faire sauter les pages de la gendarmerie, pour que la gendarmerie sache pas où sont les points de ravitaillement, les points de ralliement. Donc on faisait sauter les pages, après on envoyait des bots, c'était vraiment trop drôle parce que en vrai, c'était dramatique, mais c'était aussi très drôle. Parce qu'en fait, il y avait tellement de mèmes, pareil, sur TikTok, etc. En fait, on faisait en sorte de polluer pour que, justement, le gouvernement ne sache pas vraiment qu'est-ce qu'on cherchait à faire jusqu'au bout. Et moi, par rapport à ça, en fait, ce qui a été super bien et pas bien, c'est que, comme mon compte avait pris beaucoup en visibilité, en fait, je recevais plein de messages. Donc, j'étais vraiment une centaine, peut-être en 10 minutes, des trucs comme ça. Et j'étais vraiment obligée de trier les messages. Et ça, je trouve que ce qui a été le plus dur en termes d'engagement, c'était de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et aussi de ne pas se laisser faire par le burn-out des réseaux sociaux et de vraiment avancer. Et le deuxième truc, c'est que TikTok, il a ban nos comptes. Donc ça a été un truc un peu chiant aussi. On était obligé de travailler sur des signalements. Et concernant donc l'engagement sur les réseaux sociaux, on permet toujours aux gens de s'informer, mais c'est toujours important que les gens aussi ne prennent pas notre parole comme parole d'évangile, et réussissent aussi à recouper les informations d'eux-mêmes pour pouvoir aussi réfléchir d'eux-mêmes, tout simplement. Ok, de mon côté, moi je dirais oui, c'est complémentaire. Cependant, dans le contexte haïtien, je dirais c'est plus action physique. C'est entrer en contact avec la communauté, parce qu'il y a peu de gens qui utilisent les réseaux sociaux. On est plus en mode genre radio, genre écouter la radio, etc. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui utilisent les réseaux sociaux, mais si on veut vraiment faire des changements, c'est vraiment aller faire des actions sur le terrain, faire des manifestations, etc. Et je pense aussi que c'est très important pour nous, parce que si on reste sur les réseaux sociaux, comme tu as mentionné, ça ne va pas bouger les choses. En plus aussi que le gouvernement a le contrôle des médias, donc ils payent les médias justement pour publier des fake news ou des mauvaises informations. Puis ils peuvent aussi, l'information que nous on veut faire passer, ils peuvent comme demander de ne pas publier, etc. Donc c'est plus important pour nous de prendre la rue, faire les manifestations et plus proche de la communauté, faire comprendre aux gens l'importance du mouvement et comment eux aussi peuvent engager avec nous. Donc pour moi c'est ça. Mais par contre, les réseaux sociaux aussi, ça aide. Si on veut faire quelque chose, on va dire plus international, genre, si on veut que d'autres pays comprennent, entendent ce qu'on fait, etc., ils s'engagent avec nous. Donc à ce moment-là, on va plus utiliser les réseaux sociaux. Mais pour nous en Haïti, c'est plus en mode genre, il faut aller physiquement, on fait des actions, etc. Parce que sinon, tu peux publier beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram. Donc rien va se passer. Donc, c'est comme il y en était. Donc, voilà. Dans le cas d'Haïti, tu dis que le fait de publier du contenu, c'est pas sur, par exemple, la protection de l'environnement, ça va pas forcément se convertir dans la vraie vie sur quelque chose de concret. Et c'est pour ça que toi, tu préconises vraiment l'action sur le terrain. Ok, super intéressant. Est-ce que maintenant, vous avez des questions ? Oui, on a quelqu'un là-bas. Alors, bonjour. Audrey, j'avais une question pour vous. Tout à l'heure, vous avez dit que vos idées avaient été reprises par les candidats présidentiels lors de l'élection présidentielle de Madagascar. Quel a été, vous, votre sentiment par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, pour montrer un peu votre engagement plus qu'un candidat présidentiel ? Ok. Puisque nous, on est un peu vénères. Du coup, ce qu'on a fait, en fait, c'est que déjà, on les a affichés en comparant justement le programme, le site internet et nos visuels. C'est vrai que tu as un sentiment d'indignation puisque tu as travaillé dessus, donc forcément, tu te dis comment ça se fait que juste un politicien qui a peut-être des millions d'euros de plus que toi vient s'accaparer ton travail avec une vision qu'il n'a pas vraiment au final et qui n'est pas sincère. Et puis, il y a aussi le côté où, comme je disais, nous, on était pas mal vénères à l'époque, donc je pense que
Là, je suis encore jeune, mais à l'époque, on était vraiment encore un peu plus fous, je dirais. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait une conférence de Sciences Po Paris et le candidat, il avait été invité. Et en gros, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est rendu à la conférence, justement, pour protester contre lui. Pour protester contre lui, etc. On avait reçu pas mal de menaces sur Twitter, anciennement Twitter, etc. Et en fait, c'est ça qui nous a aussi poussé à aller plus loin dans le délire, si je peux me permettre. C'est parce que, en fait, une fois que tu es face à la situation, tu es face à l'adversité, tu peux choisir, soit tu te retires et donc tu termines silencieux, soit tu pousses le truc jusqu'au bout et ça devient comme aujourd'hui un engagement qui est un engagement de tous les jours. Et vraiment, c'est ce que je dirais, c'est que en fait, même ce qui nous a fait tellement rire à l'époque, c'est que comme on utilisait les lives Facebook, etc., parce qu'il n'y avait pas encore live TikTok, live Insta, on n'avait que live Facebook, donc on le filmait, etc., mais on le voyait, il tremblait et tout. Pour vous dire que vraiment, quand ils voient des jeunes qui en ont dans la tête et qui ont vraiment envie de changer les choses, en fait, on peut faire ébranler des politiciens, même qui sont là depuis un moment. Mais bon. Voilà. Merci pour ta question. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ? Oui, et on a la dame devant. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question pour chacun d'entre vous. La première, Audrey, tu as souligné l'importance de la diaspora dans ton combat, dans vos combats pour Madagascar. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter, c'est aussi une question du coup pour toi, Adelin, la place de la diaspora de Haïti dans la recherche de changement sur place? Et est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques à envisager de ce point de vue-là? Ça, c'était la première. La deuxième, pour Audrey, par rapport à ton engagement pour faire changer les mentalités, alors pour aider les femmes, renforcer la place et la capacité des femmes à disposer d'elles-mêmes et à être reconnues comme telles à Madagascar. Et donc, dans ce contexte-là, en étant dans la diaspora ici en France, ou on va dire hors de Madagascar, tu travailles principalement avec des femmes, mais est-ce que, en fait, l'éducation, elle n'est pas plutôt à faire avec les jeunes malgaches hommes? Et si c'est le cas, voilà, est-ce que dans votre mouvement, c'est quelque chose que vous avez pu voir aussi? Je vais commencer plutôt par la deuxième question, sur la question des jeunes hommes et des jeunes femmes. Je pense que quand on est sensible à ces questions féministes, c'est vrai qu'on se dit, nous, les femmes, on est sensibilisées, on est des femmes, donc on est les premières à savoir comment ça fonctionne, et donc c'est les hommes qu'il faut éduquer. Pendant des années, moi, j'y ai cru à ce truc en me disant, les hommes, ils ont vraiment envie d'être éduqués, etc. C'est pas le cas, en fait. Donc, il y a un moment donné, nous, déjà, on doit réussir à se protéger, à se renforcer dans ce qu'on a et à ne jamais prendre tout ce qu'on a pour acquis. Je parle aussi principalement de la France, où vraiment, on voit sur les réseaux sociaux aussi la montée un peu des images dégradantes sur la femme, etc. Mais aussi, vis-à-vis des jeunes hommes, j'ai remarqué que c'est quand même Alors, c'est un peu tranché parce que soit ça va être une jeune génération qui va être sensibilisée, donc on va avoir de plus en plus d'hommes qui auront de moins en moins honte ou qui sont plus curieux des questions féministes, ou on va avoir des hommes en fait qui détestent les femmes. Donc on va arriver dans un truc un peu polaire comme ça. Et justement à Madagascar, nous, comment on fait? On laisse les réseaux de masculinité positive sensibiliser les hommes à toutes ces questions-là. Et nous, on s'occupe aussi des femmes, etc. Mais ce qu'on trouve génial, par exemple, quand on parle de la précarité menstruelle, là-bas, les jeunes hommes, ils aiment bien aider parce qu'ils ont envie d'apporter leur pierre, ils ramènent les cartons, ils font les paquets, etc. Quand il y a les sensibilisations. Donc, il y a par exemple les groupements scouts qui, eux, s'occupent de sensibilisation dans les campagnes pour la précarité menstruelle. Et je pense qu'à cette échelle-là, en fait, c'est déjà hyper intéressant justement de pouvoir intégrer les hommes dans cette question-là. Après, on ne va pas s'occuper, nous, gratuitement, toujours d'aller éduquer chacun, voilà. Mais on s'occupe quand même de... globalement, on va dire, intégrer au moins des points sur lesquels ils se sentent à l'aise justement de participer.
Et pour la question de la diaspora aussi, c'est pour répondre à la question de la diaspora, nous on a une diaspora qui est très silencieuse, mais on l'a vu pendant Gen Z. En fait, s'il fallait lever des fonds, la diaspora elle réfléchissait même pas, elle pétait l'argent. On a une diaspora qui envoie des millions d'euros à Madagascar, une diaspora qui participe et de plus en plus, là peut-être ceux qui regardent un petit peu les émissions télé, vous voyez qu'il y a de plus en plus de malgaches. Et en fait, voilà, c'est des questions sur lesquelles l'art, tout ça, on commence à prendre un peu plus de place. Et ça aide aussi au pays, puisque en fait, c'est pas juste capitaliser sur être malgache, mais c'est vraiment agir concrètement du coup pour le pays. Oui, par rapport à la diaspora haïtienne, moi je dirais que oui. Ce matin, j'ai parlé des tensions qu'on a eues entre Haïti et la République dominicaine. Je ne sais pas si vous connaissez, Haïti partage l'île avec la République dominicaine. Donc il y a beaucoup de tensions parce que il y a beaucoup d'immigrants haïtiens en République dominicaine. Du coup, il y a une rivière qui sépare au niveau du nord du pays, une rivière qui sépare Haïti et la République dominicaine. Et cette rivière est plus exploitée par la République dominicaine. Donc du coup, en 2003-2004, les jeunes haïtiens ont mis en place une activité pour justement construire des canaux d'irrigation. Donc ils vont prendre l'eau de la rivière justement pour aider les gens. On n'a pas eu de support du gouvernement, que ce soit en termes de les tensions qu'il y a eu entre les locaux des deux côtés, mais aussi du financement pour les canaux. Donc du coup, il fallait justement contacter la diaspora, et étant donné qu'on a beaucoup d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur du pays, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Donc on a pu mobiliser des fonds justement pour construire ça. Et maintenant, c'est dommage que ça ait été détruit parce que la République dominicaine ils ont capté l'eau et après ils ont lâché l'eau. Puis ça a causé des dégâts en amont et qui a détruit le canal. Donc là, on est encore de mobiliser encore des fonds justement pour reconstruire. Donc voilà. Donc pour moi, quand il y a des changements ou que ce soit que les jeunes veulent apporter des changements en Haïti, la diaspora est vraiment présente justement pour donner leur appui justement pour aider à construire, à faciliter que tous les Haïtiens vivent en paix et réalisent leur plein potentiel. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Pour les personnes qui sont là, il est possible qu'il y en ait certains qui soient vraiment touchés par une cause, pour la protection d'un animal en particulier, pour l'aide des personnes âgées qui sont seules chez elles. Quels conseils vous pourriez leur donner pour commencer à s'engager un peu plus sur cette cause qui les touche? Est-ce que vous leur conseilleriez coûte que coûte d'aller à fond dedans? Est-ce qu'on peut être engagé un tout petit peu ou est-ce qu'à chaque fois il faut aller beaucoup dedans? Voilà. Est-ce que vous auriez, vous, de par vos deux histoires différentes et vos deux engagements différents, vous auriez des conseils à donner aux jeunes pour que potentiellement certains se lancent et se disent en fait j'ai envie de m'engager, je vais le faire? Avant même, ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas si vous connaissez Malala. Moi, c'était l'une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. Tu peux réexpliquer qui c'est? Pardon, je suis désolé, je t'ai coupé. Vous voyez tout ce qui c'est Malala ou pas? Malala, c'est justement une fille du Pakistan qui a pris à cœur les questions de l'éducation, qui a été aussi attaquée par le gouvernement et elle a été attaquée par... Exactement. Donc, puis elle a apporté des choses, des changements au niveau de son pays ou pour l'éducation des filles, etc. Donc, quand j'ai vu la première fois cette vidéo, j'étais comme, mais une enfant, je pense qu'elle avait comme 14 ans ou 11, 14 ans, je ne me rappelle plus. Donc, et à ce moment, je pense que j'avais 21 ans. Mais j'étais déjà engagé, mais ça m'a dit, oh, il faut continuer à faire quelque chose parce que sinon, la situation va être empirée. Les conseils pour les jeunes qui veulent s'engager, normalement, n'attendez pas que vous ayez de l'argent justement pour commencer à s'engager. Tu peux te mettre en groupe de 2, de 3, etc. Tu peux être passionné par
je sais pas, par l'environnement, par l'eau, etc. Ce qui est intéressant parce que moi, aujourd'hui, je suis fier de moi par le fait que je fais partie des 17 jeunes des Nations Unies qui fait la promotion des ODD. Puis j'ai appliqué, ça fait 3 fois. Je n'ai pas été retenu, fait que il faut toujours insister à appliquer, etc. Parfois, le profil qu'ils cherchent n'est pas encore là, fait que il faut continuer à s'engager. Fait que n'attendez pas que vous ayez de l'argent, une personne et toi-même aussi, tu peux juste commencer à genre, nettoyer, je sais pas, les cours de ton école, essayer de faire des conférences, partager tes connaissances, inspirer d'autres jeunes, essayer aussi de trouver d'appui d'autres personnes plus âgées que toi. Ça peut être des enseignants, des enseignantes qui pourraient te guider. Essayer de faire partie de comités verts. Il y a des écoles qui ont des comités verts. Tu peux commencer par là. Puis après, tu vas prendre plus de confiance quand tu as les moyens. Tu peux commencer à se mettre à 3-4, commencer à fonder ou créer une organisation, justement. Si tu as la capacité, mais tu n'es pas obligé. Tu peux genre, engager dans d'autres organisations qui sont vraiment dans les domaines dans lesquels vous voulez s'engager. Donc, vous pouvez commencer par là. Donc, voilà. Ne pas attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Tu te lances et après, potentiellement, tu vois si tu peux avoir des moyens pour grossir, pour t'associer avec d'autres gens. Audrey, quel serait, toi, ton conseil ou tes conseils ? Moi, principalement, mon conseil, c'est déjà de dire que, notamment quand vous venez à des événements comme ça, effectivement, ils nous choisissent en tant que personnalité pour pouvoir porter des messages, puisque ça fait des années qu'on fait ce qu'on fait. On a réussi à porter cet engagement à une échelle un peu plus élevée, à différentes, etc. Mais ne sacralisez pas justement nos personnalités en disant, en fait, l'engagement, c'est consacré à des stars de l'engagement, c'est consacré à des gens qui ont grandi dans des camps de réfugiés, qui se sont déplacés, c'est consacré à une personne qui a galéré au début, etc. Non, justement, on perd dans cette lutte-là si on fait que on starifie en fait les gens. Donc, ce qui est important, c'est que l'engagement, il faut se dire que c'est pour soi déjà et pour les autres, enfin pour les autres et pour soi. Pour les autres, pourquoi ? Parce que tous les jours, rien que reprendre justement certaines personnes sur des sujets, là je vous parlais tout à l'heure de des questions féministes, mais en fait, en tant qu'homme, moi j'ai que 2 frères, donc j'ai passé ma vie à reprendre mes frères pour des propos sexistes. Et donc, si votre engagement, il commence demain en reprenant le pote qui a des propos sexistes ou le pote qui a des propos racistes, ou etc., on commence déjà comme ça à construire quelque chose. Et ensuite, petit à petit, vous êtes en France, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même grandi dans un certain confort qui est que le matin, vous ne vous demandez pas si vous allez avoir de l'eau, de l'électricité, ou peut-être certains, malheureusement, ne mangent pas 3 fois par jour, mais principalement, il y a des aides, etc., qui existent. Et donc ça, je trouve que c'est important, justement, d'en prendre conscience, que vous avez un privilège aujourd'hui d'avoir accès à plein d'informations, notamment comme ce forum, et que soit vous décidez de transmettre cette information à d'autres générations, à d'autres groupes, soit vous la gardez pour vous-même, mais il faut que vous en fassiez quelque chose, parce que c'est un feu qui peut changer les choses. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans. Et concrètement, comment faire ? C'est que si on ne sait pas exactement quoi faire demain, c'est important d'aller voir ceux qui font déjà, parce qu'il y a des associations qui ont énormément besoin de bénévoles, que ça soit en ligne ou en présentiel, c'est déjà un très très grand début dans l'engagement. Je voulais juste ajouter pour dire qu'il y a plusieurs moyens de s'engager. Par exemple, si tu sais chanter, tu peux chanter, tu peux écrire aussi. Je vous conseillerais aussi de visiter le site des Nations Unies pour regarder un peu le profil des jeunes, des 17 jeunes des ODD, justement pour avoir une idée. Il y a des jeunes qui s'est slamé, qui s'engagent par rapport à ça. Il y a des jeunes qui savent danser, donc qui s'engagent par rapport à ça. Essayez de garder. Actuellement, je sais que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. C'est un moyen, c'est une opportunité que vous avez. Vous utilisez le TikTok pour faire passer des messages. Donc, faire des petites vidéos comme ça. Puis voilà, puis vous allez voir, même si ça commence à 2-3 views,
Après, vous allez avoir genre 1000 personnes qui vous suivent, etc. Donc ça commence petit à petit et puis ça va grandir. Ouais, par rapport à ça, je voulais dire aussi, c'est vrai que refaisant justement des réseaux sociaux un terrain de jeu, tout n'est pas en fait à garder pour soi-même. Rien qu'un petit repartage avec le bon lien, ça fait déjà 1 euro pour telle cagnotte, ça fait déjà un partage sur telle pétition. Ça, c'est super important et d'ailleurs, je rebondis vraiment dessus. Et aussi, sachez que quand vous menez le bon chemin, tout le monde va se moquer de vous. Tout le monde va vous dire que vous en faites trop, que vous vous donnez trop, et ça c'est le cas de plein de projets, et ça c'est un état dans lequel il faut l'accepter, mais vous allez voir que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez mener le bon combat, et ça vraiment ça n'a pas de prix. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Parce que parfois, on pense que quand on s'engage, on doit forcément donner, mais l'air de rien de s'engager sur une cause qui te plaît, ça te donne aussi et ça te nourrit aussi de quelque chose. Donc c'est pas juste donner et entre guillemets perdre quelque chose au final, c'est tu reçois énormément. Pour ma toute petite expérience, moi si j'ai fait ce métier, le métier de mes rêves, de vulgariser des sujets, donc de partir à travers le monde et faire des vidéos de journalisme pour le rendre accessible au grand public, je le fais parce que moi j'ai besoin de comprendre. Je veux comprendre pourquoi un cartel au Mexique il fonctionne comme ça. Je veux comprendre pourquoi un président de la République, comment ça se passe avec un autre président. Je veux comprendre pourquoi certains migrants, quand ils sont obligés de partir de chez eux, quels sont les choix qui s'offrent à eux, dans quel état d'esprit ça les met. Donc en fait ça vient me nourrir en même temps que derrière j'ai le plaisir de l'expliquer et de le partager. Est-ce que vous pouvez expliquer précisément de quelle manière ça vous nourrit ? Est-ce que c'est la fierté de faire partie de ceux qui se sont bougés? Est-ce que c'est la fierté de la famille qui voit que vous avez contribué à aider? Est-ce que c'est quelque chose de très personnel? Voilà, est-ce que vous arrivez à mettre un mot sur ce que ça vous donne en fait, cet engagement? Personnellement, c'est vrai que le fait de s'engager, ça ouvre des opportunités symboliques de malade, notamment ce forum. J'aurais jamais cru que j'aurais pu venir, voilà, pour ce forum. Et ça, c'est quand même rien que pour son parcours professionnel, une forme d'opportunité symbolique. Oui, et de reconnaissance évidemment symbolique. Maintenant, qu'est-ce que ça me fait exactement? Le problème, c'est que justement, je pense qu'en étant super engagée et toujours la tête dans le guidon, en fait, j'ai l'impression que j'en fais jamais assez. On n'en fait jamais assez, etc. Mais il y a quand même 2 cas dont je vais vous parler qui m'ont énormément touchée sur les années justement de l'organisation. En fait, on faisait des groupes de parole dans des lycées, pareil. Mais quand je vous dis c'est des lycées, c'est vraiment des lycées qui sont délabrés, ils n'ont pas toujours de bancs, etc. Et en fait, ce lycée-là, on a fait des sensibilisations, on a emmené des jeunes femmes ingénieures, on a emmené des agronomes, voilà, pour discuter avec les jeunes filles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu de vue ces jeunes filles. Et des années plus tard, en fait, il y en a une qui m'a écrit sur LinkedIn et qui m'a dit bonjour, en fait, vous vous rappelez de moi et tout. Je faisais partie de la première promotion à qui vous avez donné un sac et tout. Maintenant, je suis devenue ingénieure. Même, j'arrive elle est dans de la robotique, etc. Et en fait, moi, ça m'avait vachement touchée parce que c'était une question, franchement, de peut-être 3-4 ans. En fait, j'avais complètement oublié parfois ce truc-là. Et ça, c'est vraiment un retour qui est pas explicable. Et le deuxième cas, ça avait été plus, en fait, en général, on a beaucoup de jeunes filles. En fait, on fait des distributions de serviettes hygiéniques dans plusieurs régions de Madagascar. Et en fait, on a toujours des jeunes filles qui reviennent l'année d'après pour aider à distribuer pour la promo d'après. Et ça, en fait, c'est quand on voit ce cercle vertueux qui se crée, rien qu'avec les personnes où on parle. Moi, je vous parlais de mes frères. Avant, c'était des gros sexistes. Enfin, voilà. Je pense, gros sexistes, etc. C'est des trucs qui ne supportent plus aujourd'hui. Et en fait, c'est les graines que vous semez petit à petit comme ça. Et vous voyez autour de vous commencer à changer petit à petit. C'est là que vous dites vraiment, en fait, ça sert à quelque chose, quoi. Toutes ces petites victoires. Et toi, Adelin? Moi, la première chose, c'est la fierté de ma famille. Fait que ma mère, malheureusement, n'a pas eu la chance de terminer ses études, de voir que son dernier fils, comme est très connu au niveau international, participe à des événements
fait bouger les choses en Haïti parce que grâce à mes activités en Haïti, le gouvernement a pu mettre en place un programme des jeunes ambassadeurs pour le climat. Donc, ça facilite d'autres jeunes haïtiens de pouvoir participer et aussi de faire partie de la délégation officielle du pays dans l'ordre des conférences sur les changements climatiques. Parce que en France, par exemple, c'est plus facile pour un jeune de faire partie des délégations officielles de la France dans des conférences internationales. Je parle des jeunes, non, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour ça. Puis en Haïti, il n'y a pas cette opportunité. Puis normalement, peut-être peut y avoir un ministre qui veut impliquer les jeunes, mais il va vous dire que vous devez trouver de l'argent, justement. On va vous donner l'accréditation pour pouvoir participer à l'activité, mais tout ce qui est financement, billets d'avion, etc., c'est à ta charge, parce que ils n'ont pas les moyens, justement, pour financer la participation des jeunes. Donc, c'est vraiment une fierté de voir que beaucoup de jeunes aussi en Haïti continuent aussi à faire des actions, peu importe la situation actuelle du pays. Donc, ils continuent à faire des actions. Ça les inspire aussi à continuer, peu importe ce qui se passe au pays. Donc, je pense que je ne vais pas lâcher. Puis c'est important aussi de voir que les jeunes continuent à s'engager, à s'impliquer, à apporter leur soutien au développement du pays. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, au premier rang, on a quelqu'un. Avec tout ce que vous venez de dire, on peut comprendre que la lutte pour avoir la paix entraîne plusieurs difficultés. Ma question, c'est est-ce que ça a eu un impact sur votre motivation au cours de votre histoire? Et si oui, comment vous faites dans ce cas-là? C'est quelque chose que j'aime pas parler, mais en 2021, le président haïtien a été assassiné. À ce moment, j'étais en Haïti. J'étais vraiment déprimé, déboussolé, parce que j'ai dit, mais le président, il est assassiné, et puis moi. Fait que, tu vois, un président a été assassiné chez lui, puis tu te demandes, qu'en est-il pour toi, genre. Fait que, c'était vraiment triste. Et il y a beaucoup des activistes, des jeunes qui sont vraiment engagés au pays, qui étaient, oh, moi, je ne veux plus continuer à faire ça. Il y en a même qui ont fui le pays, qui étaient le pays, peu importe, ce n'est pas en lien avec ce qu'ils font, mais ils ont dit, OK, s'il y a des gens qui viennent dans le pays et qui assassinent le président de la République, donc c'est que nous, on n'est pas en sécurité. Donc, à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire si je dois rester au pays? Parce que quand tu es activiste, tu fais beaucoup d'actions, puis tu es menacé non seulement par des communautés, par d'autres jeunes aussi qui sont jaloux aussi, il faut mentionner. Parce qu'il y en a qui ont été financés par le gouvernement juste pour t'attaquer, justement, pour ne pas continuer à ce que tu fais. Puis tu dois dire, est-ce que je dois continuer ou pas? Puis moi, j'ai choisi de continuer parce que c'est très important pour le pays. Parce que ma famille aussi vit en Haïti, donc je dois continuer à me battre. Et c'est très important, non seulement pour ma famille, mais aussi pour tous les Haïtiens. Moi, personnellement, c'était au moment de la Gen Z, en fait, le moment où ça a été le plus dur. Ça n'était pas forcément les vagues de cyberharcèlement de l'opposition, puisqu'on s'y attendait. Le plus dur, ça a été quand c'est des personnes au sein de notre communauté même qui, en fait, ont alimenté la haine sur certains sujets. Choses qui sont légitimes, je pense, parce que ce moment-là... en fait, on voit l'ennemi partout. On ne sait plus qui dit la vérité, qui est sincère, qui n'est pas corrompu. Donc, en fait, ce qui a été le plus dur, c'était, moi, par exemple, j'avais vécu une vague de harcèlement. En fait, ils avaient sorti une fake news. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, fuck it, hein. Genre, pourquoi je continue ce que je continue? En fait, j'ai aucune reconnaissance, je me tue à le faire, j'ai des heures de sommeil en moins. Je vois pas, en fait, ce qui est intéressant dans ça. Et j'arrivais justement à un point où je broyais du noir. Mais en fait, ce qui m'a vraiment tenue, c'est déjà les messages très positifs de d'autres personnes.
Donc qui disait franchement, si tu le fais pas, demain on meurt. Si on continue pas, en fait on va pas y arriver. Faut que tu nous tiennes en fait. Et c'est là où je me suis dit ok, ça c'est important justement de savoir se reposer à un moment donné, quand même de couper s'il faut couper pendant je sais pas combien de mois, semaines, mais ça s'arrête jamais. Puisque, en fait, ce qui est terrible et ce qui est vraiment horrible, c'est que je pense qu'on voit aujourd'hui que les politiciens, s'ils veulent mettre les moyens pour nous détruire collectivement, ils peuvent le faire. Demain, s'ils bombardent la France, je vous jure et qu'ils rappellent tout le monde pour aller servir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est pour ça que c'est important, justement, tous les jours de se rappeler de nos droits ne sont pas du tout acquis, la dignité, elle n'est pas acquise. Et ça, c'est une chose qui m'aide à tenir dans le temps et aussi voir évidemment qu'il y a un impact positif autour de soi, que ça a aidé certaines personnes à s'en sortir. Mais sinon, vraiment, le fait de se dire que demain, s'ils décident de tout nous enlever, ils le peuvent en étant juste 10 personnes autour de la table. Donc comment nous, en étant des millions de personnes, on est capable de dire non à tout ça et à continuer justement à avancer vers la paix ? Peut-être pour aller avec le côté un peu starification des personnes qui s'engagent, on s'attend qu'elles soient à 100% tout le temps. Et vous expliquez, et moi j'ai eu des exemples dans mon environnement avec des collègues de travail qui pareil sont engagés. Et en fait tu comprends que c'est pas une courbe où tu es en permanence au top en fait. C'est des paliers par moment où tu as besoin de relâcher, de te protéger parce que ça prend beaucoup, on l'a dit. Est-ce qu'on a une autre question ou pas ? Oui. Au premier rang là-bas. Bonjour déjà. Moi j'avais une question parce que j'ai comme vœu principal professionnel j'aimerais en tout cas travailler dans l'humanitaire, mais j'ai pas envie en tant que femme blanche d'arriver en mode colon et d'être là en mode coucou, je viens vous sauver. Et du coup j'avais juste une question sur comment vous, et même en général les populations vivent cette entrée en fait des ONG et de l'humanitaire qui viennent par exemple de France métropolitaine. Voilà, merci. Je parle pour Haïti. Alors, on dit Haïti, c'est le capital des ONG. Il y a tellement d'ONG en Haïti, des organisations qui viennent en aide à la population. J'ai aussi la chance de collaborer avec une organisation en France qui fait l'immersion des jeunes Français qui partent en Haïti. Donc, c'était il y a genre 5 ans de cela. Un voyage de 1 ou 2 mois, justement, pendant l'été, justement, pour apprendre, connaître la culture, être avec les locaux. Quand tu viens dans le pays, la première chose, c'est que les gens vont savoir que tu as de l'argent. Mais les Haïtiens sont très ouverts, justement. Mais si tu commences à dire que vous ne parlez pas bien français, vous êtes... À ce moment-là, c'est pour ça que la majorité des Haïtiens n'aiment pas parler français. On parle créole, c'est comme un mélange du français. On va dire 90% de ce qu'on dit, c'est en français, mais on ne les prononce pas de la même façon. Donc, c'est juste faire attention quand tu vas être plus proche des communautés, parce que quand vous êtes plus proche, c'est facile pour toi de t'intégrer, parce que tu vas apprendre de leur culture, mais aussi de leur langue, et puis ils vont pouvoir vous aider. Surtout dans le contexte haïtien, bien que les kidnappeurs ne kidnappent pas les étrangers, c'est plus haïtien. C'est qu'à Port-au-Prince, si tu vas à Port-au-Prince, si vous êtes étranger, ils vont pas. C'est rarement ils font ça. C'est juste pour les Haïtiens, ils vont les kidnapper justement pour avoir de l'argent. Puis je vous conseillerais aussi d'aller plus dans les zones rurales. Dans les zones rurales, ça va vous permettre justement d'être plus en contact avec les gens, de connaître leur mode de vie, parce qu'à Port-au-Prince ou dans d'autres villes, c'est plus facile de voir les choses, mais dans les zones rurales, c'est plus facile d'être en contact avec les communautés, voir les problèmes auxquels les gens font face. C'est plus dans les zones rurales. À Port-au-Prince, c'est plus ou moins, vous allez dire, c'est peut-être mieux, là, mais la vie aussi est plus chère aussi à Port-au-Prince. Mais c'est plus en mode aller vers les gens, puis ils ne montrent pas que, OK, je suis française, je parle bien français. Donc, essaie vraiment d'être plus en mode, OK, on est là, on apprendre de vous, vous allez apprendre de moi. Puis, je pense que ça, c'est partout. J'ai beaucoup voyagé
Et quand vous êtes plus proche des gens, c'est plus facile de s'intégrer. Les gens sont vraiment ouverts à vous supporter, même dans votre travail. Là, ils sont vraiment ouverts. Mais quand en mode, vous allez les corriger, vous allez leur montrer qu'on est plus éduqué, etc., là, ça va créer des problèmes. Donc, évitez des mots aussi. Il y a une chose pour nous en Haïti que j'ai vécu avec Yes Academia, qui l'organise en France, qui est basée à Paris. En Haïti, quand on parle de la taille ou la grosseur de la personne, on est correct. Donc, on n'a pas de choses. Puis en France, c'est contrairement, si on parle, t'as grossi, la personne va prendre c'est différentes cultures. Fait que c'est aussi de comprendre les mots que vous allez utiliser, de vraiment faire attention, parce que quelque chose qui marche en France, ça ne marche pas en Haïti. Puis moi, je ne savais pas si je parle de la grossesse d'une personne, ça va. En Haïti, c'est correct de parler de ça, puis dans d'autres cultures, dans d'autres pays, c'est différent. Voilà. Merci pour ta question, et je pense que c'est bien aussi que tu arrives à re-questionner justement cette question du privilège blanc. Et c'est important justement quand on travaille sur des questions d'aide au développement de savoir où on se situe justement dans ce contexte-là. Alors moi j'ai plusieurs avis. Déjà un premier avis, c'est que c'est vrai que quand on travaille dans l'humanitaire, il faut aussi se questionner sur les moyens qui vont être mis à ton déplacement à toi dans un autre pays qu'au projet sur place. Donc ça c'est déjà un premier questionnement. Est-ce que mon billet d'avion, il est pris en charge par moi ou par une organisation? Combien elle constitue dans un budget? Plutôt que le billet d'avion et le voyage ont coûté plus cher que l'activité quand certains font construire un pont, un puits. Voilà. Déjà, ça, c'est un premier questionnement. Et puis, un deuxième questionnement, c'est aussi se dire à quel point, justement, es-tu prête aussi à bien re-questionner ces privilèges-là sur place. Parce que quand on est à distance, moi, je peux dire la même chose. Maintenant, je vis en France, donc pareil, j'ai un privilège de diaspora. Quand j'arrive sur place, à quel point j'arrive à être proche des besoins des populations et à quel point, entre guillemets, ils auraient besoin de moi. Et ça, c'est vrai que quand on est sur place, ce qui est super aussi, c'est de se dire qu'il y a des organisations qui travaillent déjà, qui le font depuis longtemps, quelles sont les réalités locales, comment on peut vivre vraiment à leur rythme à eux, au même diapason, et aussi notamment la question de la langue. Madagascar est un ancien pays colonisé par les Français, et que nous, on vient avec la langue française, au lieu d'apprendre un minimum à parler un peu malgache, il y a aussi ces questions-là à se poser. Et en fait, on voit de plus en plus avec les années que l'humanitaire devient un terrain, Haïti et Madagascar, c'est des terrains fertiles à tous les folklores, je pense, de l'humanitaire. Mais à quel point, justement, avec les années maintenant, on arrive à avoir des pratiques éthiques sur place. Et puis, vraiment, ces questions-là aussi qui sont importantes, moi, je pense, c'est quand on fait de l'humanitaire, effectivement, c'est d'avoir vraiment cette approche bottom-up. Ça vient vraiment des personnes qui t'ont dit « Notre fontaine, elle est cassée, pouvez-vous nous aider à la reconstruire ?» Et non pas j'ai vu ouais, c'est ça, je suis passée en voiture à côté du quartier, là il y a une fontaine, reconstruisons-la. Voilà, c'est un peu ce point de vue-là. Nous, on a beaucoup de personnes qui bossent en humanitaire qui ne sont pas forcément malgaches, mais en fait, ce qui est top, c'est que ces personnes-là sont déjà sur place et puis elles ont l'envie aussi de s'éduquer et d'apprendre plus que dicter comment on doit fonctionner dans nos organisations. Je voulais juste ajouter par rapport à ça pour dire que parfois, quand les ONG arrivent dans le pays, ils imposent leur truc. Il faut d'abord comprendre la réalité. Il ne faut pas imposer les choses, il faut aussi aller vers les communautés, poser les questions, savoir comment on peut supporter, appuyer, etc. Si vous allez imposer les choses, il va y avoir des problèmes. Donc, essayez de comprendre la réalité locale, puis voir. Tu peux proposer, mais comme, OK, en mode de proposition. Mais si tu les imposes, ça va avoir des problèmes. C'est juste, OK, dans le contexte de la France, voilà. Puis est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Puis à ce moment-là, ils vont vous dire oui ou non. Parce qu'ils aiment aussi participer, comme leurs idées. Sinon, ton idée ou bien... tu n'as pas l'intention justement de les imposer, mais la façon de faire, ça peut mal interpréter. Voilà.
ta question est super intéressante parce que je vais compléter avec vos deux perspectives. Moi, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois sur le terrain auprès d'humanitaires, que ce soit en RDC, dans la région du Kivu, ou en Ukraine. Et en fait, pour que ce soit clair pour tout le monde, l'humanitaire, ça fait partie des métiers, comme le journalisme, comme les chirurgiens, où si tu fais mal ton métier, c'est pas juste « ok, j'ai foiré, désolé ». Il peut y avoir des conséquences graves pour d'autres. Si un journaliste fait mal son boulot, il peut mal informer et provoquer de mauvaises réactions derrière. Un humanitaire, s'il arrive et qu'il fait mal les choses, il peut déstructurer des organisations sur place, il peut créer des rapports de force et changer en profondeur des choses qui fonctionnaient très bien. Et parfois, d'être simplement là, ça peut même empirer la situation. Donc ta question est géniale parce qu'en fait, quand on parle d'engagement, souvent, les gens disent « Ah, moi je rêve de faire de l'humanitaire parce que je pense que c'est l'exemple ultra de l'engagement parce qu'on sauve vraiment des vies. » Enfin, il y a quelque chose de très visuel. Et la simple réflexion que tu as de savoir « je veux bien faire les choses », c'est moi ce que je me pose comme journaliste. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et ça, en fait, à aucun moment tu es exempté de te la poser comme question. Et c'est pour ça que si tu veux bosser dans l'humanitaire, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est rejoindre un organisme humanitaire. Il y en a beaucoup en France. Et il faut reconnaître que l'humanitaire a évolué avec le temps. Et il faut reconnaître que l'humanitaire qui était fait il y a 20 ans, ça ne correspond pas aux standards d'aujourd'hui. Donc c'est clair que quand on le juge aujourd'hui avec notre regard, il y a des choses qui nous paraissent ridicules, parce qu'il débarquait effectivement avec le syndrome du colon blanc qui arrive pour sauver le monde et qui est là pour imposer un mode de vie et de faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression, pour avoir parlé avec plusieurs organisations, ça a un peu changé. Je ne sais pas si c'est parfait partout. En tout cas, tout le monde a compris que c'est pas parce que tu bosses pour une organisation humanitaire que tu vas être envoyé au Soudan. Parfois, il vaut mieux, comme tu le disais, que tu restes en France et que ton travail soit un travail de logisticien, par exemple, en France, et que les personnes qui sont sur le terrain sont des Soudanais, par exemple. Donc ça fait partie des choses qui ont changé. C'est plus forcément toujours le Français qui va être envoyé là-bas. Ça n'empêche pas que tu peux quand même y aller de temps en temps, mais l'approche est différente. Donc, première chose, si tu peux faire un stage, si tu peux te renseigner, aller à des portes ouvertes. En face, je crois qu'il y a des stands avec des organisations humanitaires. Renseigne-toi au maximum. Fais une première expérience pour voir si ça te plaît, parce que ça reste un boulot qui est quand même engageant et contraignant sur certains aspects personnels de la vie. Ça dépend où tu travailles, mais ça peut être engageant. En l'occurrence, en Ukraine, on dormait dans des bunkers. Parfois, il y avait le gilet pare-balles dans la voiture. Enfin, je veux dire, c'est parfois un engagement qui est lourd. Mais fie-toi aux structures, aux grosses structures, parce que le risque, c'est de vouloir faire de l'humanitaire soi-même, ou avec une structure qui est faite avec quelque chose qui n'est pas professionnel, parce que là, il y a plein de travers qui peuvent surgir, à savoir, et je l'ai vu sur des camps de réfugiés à Lesbos, il y a quelques années en arrière, où il y avait des réfugiés syriens qui quittaient la Syrie à cause de l'État islamique, des humanitaires d'Europe qui venaient et qui se prenaient en photo en train de courir dans l'eau pour sortir les mamans des bateaux. Ils avaient juste à attendre sur la plage que le bateau arrive et ils aident tout le monde à descendre. Ou alors c'était par exemple des femmes qui, en l'occurrence là c'était 2 femmes, qui disaient « Ah non, moi je me suis engagée bénévolement, mais c'est uniquement pour être au contact des gens qui souffrent. Je veux pas être derrière dans une pièce à faire des cartons pendant toute la journée parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'être au contact de... » Voilà. Mais ça tu te rends compte que ça nourrit quelque chose de très malsain, c'est de l'ego. C'est purement de l'ego, c'est avoir envie de renvoyer une image positive et tout. Et donc, encore une fois, pour se prémunir de tout ça, c'est se poser la question que tu t'es posée, et c'est pour ça que c'est génial que tu l'aies fait. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que la démarche est bien? Est-ce que je peux pas l'améliorer? Et dis-toi que tous les journalistes, tous les médecins, tous les humanitaires qui essayent de faire le mieux possible leur boulot, c'est ce qu'ils font. Ils se posent la question en permanence, et j'imagine que vous aussi, dans votre engagement, est-ce que je le fais bien? Est-ce que je peux le faire mieux? En permanence. Puis aussi, je ne sais pas si Yes Academia intervient en Normandie, mais c'est une organisation basée à Paris, dont tu peux te renseigner justement. Ils font des voyages dans plusieurs pays, notamment Nicaragua, Sénégal, Tunisie, etc. Tu peux aller commencer à explorer, voir. Et c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Donc, voilà. C'est Yes Academia, c'est ça? Yes Academia, ouais. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste encore 15-20 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Ça peut être, là on a parlé de l'engagement humanitaire, on a parlé des réseaux sociaux, ça peut être sur l'engagement sous d'autres formes, ça peut être s'engager par exemple contre le harcèlement à l'école, ça peut être des sujets qui vous touchent potentiellement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces aspects-là ? Oui, c'était une question, oui. Je ne sais pas si tu t'es tiré ou si c'était une question. Bonjour, moi je voulais vous demander si, après votre engagement dans des pays autres que la France, ce que je me demandais, c'est le problème des engagements dans les pays en France ou en Occident qui ont quand même des structures et des États très structurés. Est-ce que s'engager pour des problèmes nationaux, c'est pas aussi conforter l'État dans son inaction et justement faire son travail alors que c'est pas forcément aux citoyens de faire ça? Ben ça, c'est une très belle réflexion parce que c'est ce que je dis à chaque fois que je parle à des personnes qui... en fait, prenons un cas, là notamment, il y a eu une catastrophe naturelle il n'y a pas longtemps à Madagascar. Et en fait, on s'est occupé justement d'envoyer, pareil, des vivres, de faire une cagnotte, etc. Et puis après, la mairie de la ville où il y a eu le cyclone commence à nous envoyer une lettre pour nous dire non, mais on n'a pas terminé, il restait encore des vêtements pour femmes à donner, des vêtements pour bébés. Ce à quoi j'ai répondu en une phrase, ce n'est pas à moi de substituer au travail de l'État. Nous, on a aidé là où on pouvait aider, mais c'est aucunement à nous de venir justement respecter l'agenda politique de la femme du maire, quoi. Voilà, ça c'est pas du tout notre but. Et je pense que là, il faut être suffisamment conscient. Et c'est aussi ce qui est dur quand on est des organisations de jeunesse, c'est qu'ils pensent qu'on ne savent pas dire non. En fait, à l'engagement, qu'on ne sait pas mettre des limites justement par rapport à ce qu'on est capable de faire déjà et les moyens qu'on a. Donc déjà, il y a ça. Et puis un deuxième temps, c'est que je ne pense pas que ça conforte l'État dans son inaction. Le problème, c'est que je pense qu'on a un socle social qui est trop fragile actuellement. Et je pense que même en France, on le sent, que dans plein de points de vue, l'éducation, la santé, l'environnement, ça commence à se fragiliser vachement. Et c'est vrai que les associations vont venir pallier à ce manquement de l'État, mais en aucun cas, ça doit être à une association de prendre aujourd'hui le rôle de contre-pouvoir. Ça peut être un contre-pouvoir social dans une certaine mesure, mais jamais une substitution. Après, moi, j'aimerais bien que tout pète, hein. Comme ça, c'est une bonne fois pour toutes. Tout est détruit. Mais malheureusement, tant que là, on a encore plein d'institutions qui existent, on est obligé de faire dans la mesure de ce qu'on peut. Je ne suis pas sûr que j'ai compris la question, mais je dirais que ça peut être les deux. Okay? Dans le sens que si tu vois quelque chose que l'État devait faire et puis il n'y a rien qui est fait, puis, par exemple, la crise climatique, puis tu vois que ton gouvernement n'a rien fait en termes de mesures justement pour pallier à ces problèmes, tu peux t'engager personnellement ou en collectif, donc réunir d'autres personnes justement pour mener en place une action. Tu vois, Greta Thunberg, donc elle a pris des initiatives par rapport à l'inaction des États, notamment son pays. Donc je pense que c'est très important. Puis comme toi tu as mentionné, l'engagement aussi, ça peut être, tu vois quelque chose dans ta communauté et que ça te touche et que tu vois que tu peux amener quelque chose, tu peux contribuer, donc tu t'apportes ton soutien. Donc, et puis, il n'y a pas de stress. C'est donc par rapport à ta capacité. Si c'est 5 personnes que tu peux aider, tu vas juste aider 5 personnes. Puis peut-être que si tu vois qu'il y a d'autres possibilités de mobiliser plus de monde autour de ce problème, tu peux aussi faire. Donc l'engagement peut prendre plusieurs formes, que ce soit l'inaction ou pas. Et pour compléter, effectivement, j'ai l'impression que ça dépend aussi du type d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, il y a des biens de base qui doivent être fournis, ça fait partie des fonctions du gouvernement. Maintenant, quand tu as une catastrophe naturelle soudaine qui arrive dans un pays, ça peut arriver que ce soit normal que le pays n'ait pas tous les moyens à disposition pour pallier à ça, parce que ça coûterait tellement cher d'avoir en permanence des gens qui attendent au cas où, que c'est normal que parfois les pays, ils utilisent cet argent pour faire autre chose. Et donc c'est normal, typiquement dans le cas des catastrophes naturelles, qu'il y ait des associations qui viennent ponctuellement aider. Donc
Là, je pense que c'est difficile d'en vouloir au gouvernement de dire « Ah, mais parce que vous n'aviez pas 120 000 personnes de prêtes pour ça ». Parfois, quand c'est ponctuel et soudain, c'est compliqué. Donc, comme dit Adelin, je trouve que dans certaines situations, c'est normal que ce soit conjoint. Mais quand il s'agit de choses de base, des droits humains basiques, là, tu peux commencer à te dire « On empiète sur ce que devrait faire le gouvernement ». Donc, je pense qu'il faut dissocier un petit peu ces deux situations-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou pas, ou si vous avez d'autres choses à rajouter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et juste pour une petite anecdote, donc tu parlais des catastrophes naturelles. Le cyclone Gézani qui arrive à Madagascar. Donc nous, on s'organise très vite, comme je disais, pour faire les distributions, etc. Et là, un mec qu'on connaît qui avait un point de contact avec l'État nous dit « Ouais, le gouvernement, il a besoin de conseils et tout. » Non mais à ce moment-là, Enfin, nous, on a dit, mais on ne va jamais leur donner de conseils. Ils sont censés être l'État, avec un bureau des risques, des crises qu'ils payent à l'année. Comment ça, vous avez besoin de conseils? Et donc ça témoigne aussi, je pense, aujourd'hui, du niveau de déconnexion, justement, de nos élus politiques, parfois, avec le terrain. Donc on se disant, c'est vrai, nous on va plus sur le terrain en fait depuis des années, donc on est incapable de créer un vrai plan stratégique face aux catastrophes ou face à des conflits maintenant. Ça, effectivement, je trouve que c'est pas du tout normal qu'ils en soient arrivés au point où c'est à vous qu'ils demandent. Mais en l'occurrence, sur d'autres choses, je comprends aussi que moi, typiquement, j'ai été convié au ministère des Affaires étrangères parce qu'ils nous ont dit on galère avec les fake news sur Internet, ça va tellement vite. Ça va tellement vite, on sait plus quoi. Enfin, en gros, c'est pas qu'on sait pas quoi faire, c'est que on a différents plans, mais on aimerait avoir votre point de vue de créateur de contenu avec d'autres créateurs de contenu. On a pu donner notre avis. Donc en l'occurrence, ils avaient des choses sous le coude, mais parfois ça va. En l'occurrence, pour les catastrophes naturelles, tu peux l'anticiper dans le cas d'un cyclone. C'est pas normal dans cette situation-là. Mais dans certaines choses, ça peut être aussi intéressant que t'as des humanitaires qui parfois reviennent de Syrie par exemple et qui débriefent ce qu'ils ont vu au gouvernement pour que le gouvernement comprenne un peu mieux ce qui se passe aussi. Donc je trouve que dans certaines situations, encore une fois, c'est pas normal que le gouvernement fasse pas son boulot, mais dans d'autres, je trouve que tu peux aussi donner des insights pour que le plan qu'ils vont mettre ensuite en place corresponde un peu mieux à la réalité. Et ça, c'est dans tous les milieux. C'est-à-dire que si un jour, ils doivent faire un truc sur les télécoms, ils vont faire venir des gens des télécoms pour comprendre comment fonctionne le truc. Parce que, encore une fois, je ne cherche absolument pas à défendre les gouvernements et encore moins ceux qui ne font pas leur boulot. Mais parfois, les sujets sont tellement complexes et il n'y a pas les moyens illimités. Ils ne sont pas omniscients et donc parfois, ça peut arriver qu'ils se tournent vers des gens engagés pour avoir des options. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que c'est très important. Ça dépend. Par rapport à l'exemple que tu as pris, je pense que c'est important de réunir tous les acteurs pour avoir différents points de vue. Que ce soit les gens qui sont impactés par rapport à ça, que ce soit les gens qui travaillent dans le domaine pour mieux comprendre, pour mieux aborder le problème. L'important, c'est vraiment de réunir tout le monde puis d'avoir une solution. L'État n'a pas tous les moyens, ça se peut qu'ils ont besoin du conseil, des avis, des points de vue pour mieux orienter les politiques. Et je pense que parfois, certains politiciens ne font pas ça parce qu'ils ne veulent pas, OK, c'est on va dire un geste de faiblesse ou whatever, mais je pense que c'est très important de réunir tout le monde sur la table, de poser le problème et puis ensemble de trouver une solution. Mais ça dépend vraiment. Ça dépend effectivement. Ouais. Là, on a eu un exemple qui était effectivement hors de cet exemple-là. Est-ce qu'on a une question? C'est possible que ce soit la dernière. Il est quelle heure? 18. Ça dépend de la longueur de la question. Oui, vas-y. Prends ton temps. Je ne sais pas sur la longueur de la question, mais en tout cas, je me demandais, tout à l'heure, vous parliez en tout cas de justement la montée de l'extrême droite en ce moment. Également, moi, ça me faisait penser justement aux ultra-riches qui possèdent des médias. Aujourd'hui, on a de la chance, nous, en tant que jeunes, de pouvoir être informés abondamment, mais en même temps, est-ce que l'engagement aujourd'hui, comment vous visualisez l'engagement aujourd'hui face à justement cette énormité de vidéos, de choses, d'informations qu'on a, et en même temps le manque d'informations, par exemple les partis politiques qui les manient mieux que d'autres. Comment vous visualisez les choses et l'engagement des jeunes pour plus tard face à tout ça? Voilà, merci.
C'était pour toi surtout ou... De manière générale, même pour vous d'ailleurs, avec votre travail. Tu veux commencer ou pas? Oui. C'est un peu comme si, par exemple, moi j'attendais qu'il y ait plus de fake news sur Internet pour commencer à faire mes vidéos. C'est impossible. Donc tu commences petite goutte dans l'océan en disant bah écoute, j'essaye de faire, encore une fois, ce que je fais c'est pas parfait, j'ai fait des erreurs par le passé que j'ai essayé de corriger, mais tu commences là où tu peux, ça rejoint ce que disait Adeline tout à l'heure. Parfois c'est hyper intimidant, mais de faire un premier pas, tu te rends compte que tu as des petites victoires qui arrivent et tu dis mais en fait c'est possible. Alors ça change pas forcément tout, mais on n'attend pas de toi que tu changes tout. On attend de toi potentiellement que tu fasses partie d'un tout qui va contrebalancer autre chose. Donc ça peut être ultra flippant quand tu vois tout ce qu'il y a comme contenu sur Internet. Tu te dis mais en fait ce que je vais faire ça va être rien par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport à tous les moyens qui sont déployés pour avoir des points de vue inverses à ce que je pense et tout. Mais le simple fait d'être là, d'exister, d'avoir une présence, ça peut s'agglutiner avec d'autres choses, d'autres personnes qui pensent la même chose que toi. Donc voilà, mon ressenti c'est si tu peux pas freiner en fait ce qui arrive en face, tu peux par contre être présent pour faire un petit peu un bloc en face. Moi je pense que déjà c'est important d'entraîner son algorithme. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est pas bien qu'on reste dans notre bulle, etc. Mais moi, honnêtement, il y a plein de contenus sur lesquels je trouve que ça me pollue les décisions au quotidien. Donc, je n'hésite pas à bloquer en fait certaines informations, etc. Et puis un deuxième, quand même, c'est qu'avant Internet, on avait quand même des livres. Donc, ce qui est top, c'est d'essayer aussi de revenir un peu à cet état justement de recouper un peu les informations, d'être limite en fait comme une petite enquêtrice ou une chercheuse par rapport à ce qu'on cherche à travailler justement par rapport à tout ça. Et puis il y a aussi, enfin je pense, la question de la coalition. Donc comment on arrive à collaborer avec les personnes qui partagent nos valeurs, nos principes, comment on peut créer des choses en commun. Et c'est vrai que quand on est plusieurs sur un sujet, ça paraît déjà moins gros et on se dit moins la vague elle est énorme et ça va être compliqué de pouvoir y aller dessus ou surfer dessus. C'est déjà mieux de pouvoir créer justement des formes de coalition ou encore d'aller intégrer justement des sujets qui nous importent un peu plus que d'autres, de faire le choix finalement on va dire de se concentrer un petit peu sur un axe au début. Ça peut être un peu frustrant parce qu'on a envie de parler de beaucoup de choses, mais ça peut aider d'abord au moins à avoir vraiment être dans ses baskets et être sûr du chemin vers lequel tu as envie d'aller. Juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. C'est juste de vraiment voir est-ce que moi ce que je fais normalement, je me mets toujours à la place d'une personne, que ce soit la décision qui va être prise, je me mets à la place des personnes qui vont être affectées par rapport à ça. Juste par exemple l'immigration. On parle beaucoup de l'immigration en France. Juste imagine-toi, si tu étais dans un autre pays, peut-être que toi, tu as la chance, tu es dans un pays développé, il y a beaucoup d'opportunités. Juste imagine la personne. Si tu étais dans un autre pays, mets-toi dans la place de la personne. Comment tu vas te ressentir? Puis à partir de là, tu vas juste faire des choix. Est-ce que c'est bon pour toi de s'engager par rapport à ça, pour cette cause-là, parce que ça affecte la personne? Voilà, c'est juste être humain. Est-ce qu'on a une autre question ou est-ce que je rebondis sur... Tu parlais des bulles algorithmiques. Ça vous parle ou pas, les bulles algorithmiques ou pas? Ouais. Globalement, très rapidement, les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, il y a une règle derrière qui est gérée par des ingénieurs, qui est qu'ils veulent que vous restiez le plus longtemps possible dessus. Parce que plus vous restez longtemps dessus, plus ils vont pouvoir vous faire visionner de la pub et donc plus ils vont gagner de l'argent. C'est un problème parce que déjà, ils vous prennent de votre temps perso et que c'est un vrai effort que de s'extraire de ça. Mais deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que si par exemple c'est de la musique, vous kiffez la musique, vous kiffez le reggae, vous kiffez le Justin Bieber, j'en sais rien, l'algorithme va dire tiens, il aime bien ça. Et ben je vais lui suggérer davantage de ça, comme ça il va rester plus longtemps dessus. Donc quand c'est de la musique, quand c'est du sport, quand c'est du cinéma, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est de la politique ou de la citoyenneté, ça peut vous enfermer dans une vision politique du monde. Et c'est là où c'est difficile, c'est que parfois on est tenté de vouloir rester dans sa bulle, comme tu disais, parce qu'il y a tellement de choses déjà à combattre, à faire, que on préfère, entre guillemets, dire cette publication ne m'intéresse pas pour que l'algorithme cible spécifiquement ce vers quoi on veut être.
ou à l'inverse, des gens comme moi qui, dans une démarche non pas de militantisme mais de journalisme, je me force à m'abonner à des contenus même qui ont des points de vue extrêmement éloignés de ce que je peux moi penser, parce que mon objectif à moi, il est de comprendre comment par exemple les Russes peuvent percevoir l'Ukraine, comment voilà, d'autres pays peuvent voir certaines choses. Donc ça dépend de vos objectifs, mais sachez que l'algorithme, il n'est pas tout puissant, vous avez la possibilité de le nourrir un peu comme vous le voulez, et surtout, c'est très important, préservez-vous de ça parce que c'est ce qui vous nourrit au quotidien quand vous êtes sur les plateformes, donc n'hésitez pas à entraîner l'algorithme comme ça. Voilà, petit aparté pour rebondir sur ce que tu disais. 24, on a encore le temps pour une question. On a encore 5 minutes. Ah, parfait, super. Est-ce qu'on a une autre question? J'ai cru voir une main se lever tout à l'heure. C'était là. C'est où? Elle a rebaissé sa main parce qu'elle sait qu'il reste 5 minutes pour ça. Une question rapide? Non? Est-ce que, en tant que créateur de contenu, comme vous dites être, est-ce que vous avez peur par rapport à l'intelligence artificielle, que cela pourrait remplacer votre métier? C'est davantage pour moi que pour Audrey, parce que Audrey aussi, tu crées du contenu. Tous les deux. Très bonne question. L'intelligence artificielle, oui, d'un certain côté, je le vois comme un... Et en fait, j'ai le même... Ça fuse tellement que je n'arrive pas à avoir une réponse claire. Je vais y arriver. Globalement, je vois ça comme une aide. Et encore une fois, c'est un outil que tu peux utiliser, mais pour le moment, à l'état où on en est, il faut de toute façon qu'il y ait que ce soit intégré dans ton processus, mais que ce soit une étape. Par exemple, en l'occurrence, moi, j'utilise l'IA, par exemple, j'ai une photo de Zelensky, par exemple, qui est coupée ici. Je peux utiliser l'IA génératrice pour lui faire les jambes, par exemple, parce que j'ai besoin qu'il soit en entier sur la photo et tout. Je peux utiliser l'IA, par exemple, pour une musique qui n'est pas assez longue. Hop, je la rajoute et automatiquement, l'IA me crée la suite de la musique, par exemple. Par contre, j'utilise pas du tout l'IA pour écrire mon texte. Ça m'arrive quelquefois de me dire ok, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Par curiosité, je vais demander à ChatGPT ce qu'il peut me trouver comme info dessus pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. Tu peux l'utiliser un petit peu comme Wikipédia qui pourrait par exemple te dégrossir un peu le sujet. Pour moi, l'erreur, c'est de faire, parce qu'il y en a des créateurs de contenu qui font l'idée est suggérée par ChatGPT, le texte est écrit par ChatGPT. La miniature est faite par ChatGPT, la vidéo est montée par de l'IA. Honnêtement, ça peut marcher dans certains cas, mais il y a un risque d'erreur si le gars ne vérifie pas son contenu. Et humainement, si tu le mets sur une table ronde comme ça, je suis pas sûr que son travail de tous les jours, il puisse t'en parler avec autant de passion, parce qu'en fait ça aura été fait par un tiers, par quelqu'un d'autre entre guillemets. Donc je t'avoue que je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que c'est une technologie qui prend de plus en plus de place, mais comme disait Audrey, je me force aussi à lire beaucoup de choses, des bouquins et tout. Donc c'est une question, j'ai pas vraiment une réponse franche parce que ça va évoluer, mais dans l'état actuel des choses, j'arrive à le contenir à quelque chose très précis. Et typiquement, parfois j'ai du mal à écrire mon script, je sais pas comment me lancer. Je peux dire à ChatGPT, ok, comment est-ce que tu expliquerais à quelqu'un le sujet sur la dissuasion nucléaire? Ah tiens, il y a 2-3 formules que j'ai trouvées intéressantes, mais ensuite encore une fois, c'est un petit truc que j'intègre dans le truc. L'erreur, je pense que c'est de te reposer à 100% dessus. Voilà, je sais pas si ma réponse est convaincante, mais voilà où j'en suis dans ma réflexion sur le moment. On avait une autre question au premier rang. Est-ce qu'avec tout ce que vous avez dit aujourd'hui, vous pensez qu'il faut remettre en question nos systèmes, nos régimes politiques actuels pour laisser la place et la parole à ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut juste changer la manière d'agir? Non, je pense qu'il faut tout péter. Hein. Voilà, c'est la conclusion. Plus j'avance dans la vie, en fait, je pense qu'on est face à des systèmes qui sont en train de se détruire d'eux-mêmes, déjà.
C'est pour ça que là, on parle aussi de désespoir dans le monde. C'est qu'on a l'impression que tout est en train de tomber, en fait. Et je pense qu'il y a un moment donné, c'est vrai que c'est hyper effrayant et que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut que tout ce système tombe parce qu'il a montré les limites, justement, de ce que ça pouvait produire. Et même autant engagé que l'on voudrait, là où c'est super important, c'est que nous, on puisse être là le moment où justement ce système tombe et qu'on soit capable de proposer après des alternatives, ou au moins de ce qui est resté, de pouvoir continuer à composer avec. Voilà, parce que là actuellement, ce qu'il en reste en fait, moi je suis de la jeunesse où j'ai pas encore 30 ans, mais je suis proche de mes 30 ans. J'ai grandi avec avoir vécu des catastrophes naturelles, des coupures, moins de travail. Alors ça me fait extrêmement peur pour les générations d'après. Donc c'est pour ça qu'on doit quand même tenir cet engagement au long terme, mais il ne faut jamais, je pense, se reposer sur les politiques pour pouvoir avancer. Il faut qu'on arrive à s'organiser, on arrive à se mobiliser, créer des alternatives, s'insérer là où ça sera important et puis prendre la vague au moment opportun. Voilà. Moi, je n'ai rien à ajouter. C'est bon. Merci beaucoup pour ta question. Je pense qu'on peut conclure. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à suivre Audrey sur les réseaux sociaux. Adelin, je ne sais pas si t'as une page aussi du coup. Alors je vous invite à suivre vos deux intervenants sur les réseaux sociaux et à leur poser vos questions en ligne si vous en avez d'autres. Merci à tous. Merci à tous.